médecine de travail. Une simple piqûre, c'est pas à l'employé ou au personnel de déterminer que c'était uniquement une toute petite égratignure, une toute petite piqûre, etc. C'est au médecin au niveau de médecine de travail, au médecin au niveau des urgences pour les risques biologiques qui va déterminer le risque. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui nous déterminent est-ce que le risque est maximum ou pas. Le deuxième moyen de prévention, c'est la vaccination. La vaccination, elle est obligatoire pour tous les professionnels de la santé. D'accord. Troisième moyen de protection, c'est l'application des précautions standards d'hygiène. D'accord. Premièrement, le lavage des mains, le port de masque, les lunettes, les blouses, les surblouses, tout ça. Donc, c'est des moyens de précaution qui sont standards. Vous avez également la gestion du matériel qui est souillé. Vous êtes en train de travailler dans un laboratoire ou dans un bloc opératoire. Donc, vous êtes en contact direct avec du matériel souillé avec du sang. Donc, il faudra le décontaminer immédiatement. Donc, il faudra décontaminer pas uniquement le lieu où vous avez travaillé, mais même le matériel avec lequel vous avez travaillé. Donc, décontaminer immédiatement les instruments, les surfaces souillées par du sang et des produits biologiques. Il faut essuyer comment? Donc, on va essuyer avec un essuie-tout, puis on va appliquer de l'eau javelisée qui est diluée à 10%. On va laisser agir 10 minutes, rincer et laisser sécher. D'accord? Il y a un temps de trempage qui doit être respecté. Les 10 minutes doivent être respectées. Donc, l'utilisation des dispositifs médicaux de sécurité, des adaptateurs directs pour les hémocultures et les seringues. Donc, il ne faut pas, à chaque fois, lorsque vous piquez quelqu'un, recapuchonner les aiguilles. On doit directement jeter dans des collecteurs pour matériel piquant et tranchant. Donc, dépôt des aiguilles dans un conteneur qui est donc un conteneur rigide et qui sera donc envoyé à la décharge. D'accord? Donc, il faut respecter ces moyens de protection, c'est des moyens de prévention. Lorsqu'on donne ces instructions, c'est pour vous prévenir de ces accidents d'exposition au sang. Le personnel doit être formé et informé de ces bonnes pratiques. Donc, quelle est la conduite à tenir? Donc, on va maintenant résumer la situation. Vous êtes en contact, vous avez été victime d'un accident d'exposition au sang. Les premiers soins d'urgence que je vais effectuer en cas de coupure de piqûre. Premièrement, je ne fais pas saigner ma blessure. Je lave immédiatement à l'eau, au savon liquide, antiseptique ou ordinaire, si vous n'avez pas d'autres antiseptiques. Je rince abondamment, je trempe la blessure pendant 5 minutes dans un antiseptique type le Daclin, la bétadine ou l'alcool, ce que vous avez au niveau de votre lieu de travail. Maintenant, en cas de projection sur les yeux, sur la muqueuse, je vais rincer pendant 5 minutes à l'eau physiologique ou bien 10 minutes à l'eau du robinet. Lorsque vous avez maintenant une projection dans la bouche, je réalise un bain de bouche avec de la bétadine verte, un demi-bouchon dans un verre d'eau tiède que vous allez faire en bain de bouche. Là, c'est des premiers soins d'urgence. Mais ça ne s'arrête pas là. D'accord? On doit continuer la suite. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, j'évalue le risque infectieux. Je vais rechercher le statut sérologique de mon patient. Je vais rechercher l'hépatite B, la C et le VIH en prélevant un tube sec avec son accord. D'accord? En cas de refus, si le patient refuse, il a le droit de refuser. Je considère celui-ci comme potentiellement infecté, positif pour l'hépatite B, pour l'hépatite C et pour le VIH. Je vais le considérer comme étant positif pour les 3 virus. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais me rendre rapidement aux urgences. Je consulte un référent médical dans les AES, aux urgences, idéalement dans l'heure qui suit mon accident. Dès mon arrivée, je signale être professionnel de santé et qui a été victime exposé à du sang potentiellement infecté. Et j'informe le médecin, premièrement, de l'heure de l'accident.
contamination, d'accord? Le calcul du risque de contamination. Donc, je vais l'informer premièrement de l'heure de l'accident, du matériel en cause, du geste effectué chez le patient. Est-ce que c'était une coupure? Est-ce que vous avez fait une chirurgie et vous vous êtes fait blesser, etc. Et du port ou non de gants, d'accord? Donc, le médecin doit savoir tous ces facteurs pour évaluer le risque de contamination. Après, on va faire un enregistrement de l'AES. Donc, cet accident doit être enregistré. Il doit se faire sur un registre d'AES qui est mis à la disposition dans chaque service. Chaque service possède donc ce registre d'AES sous la responsabilité de qui? Sous la responsabilité du surveillant médical ou d'une personne compétente qui a été désignée par le chef de service. Pas enregistré au niveau de notre service qu'on a été victime d'un accident exposant au sang. Après, je vais m'orienter vers la médecine de travail, vers le service de médecine de travail pour déclarer l'accident du travail, si minime soit-il. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est pas à vous de dire « Ah, c'était juste une petite piqûre. Ah, c'était juste une petite goutte sur les yeux. Ah, c'était juste une petite goutte sur la bouche. » D'accord? C'est pas à vous d'évaluer le risque. C'est au médecin d'évaluer le risque de contamination. Le médecin de travail vous informera de la nécessité ou pas d'un suivi médical. C'est un médecin qui va vous dire est-ce que vous allez faire un suivi médical, un suivi sérologique. Donc, pour la sérologie sera demandée à J0, c'est-à-dire le jour de l'accident. Le jour de l'accident, ce n'est pas pour déterminer le risque d'avoir été contaminé. C'est juste pour connaître le statut sérologique de la victime, du sujet qui a été exposé. Donc, on fait à J0, on fait au 8e jour, 1er mois, 3e mois et 6e mois. D'accord? Donc, le suivi sérologique va se faire sous contrôle d'un médecin au niveau de la médecine de travail. D'accord? C'est pas à vous de faire donc cette recherche sérologique et vous allez vous dire à J0 je suis négatif, J8 tu es négatif, c'est bon, j'arrête, j'ai pas de risque. C'est pas à vous de faire cette surveillance. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire maintenant? On va voir la législation algérienne des AES. Donc, ces accidents exposants au sang sont couverts sous une législation algérienne, c'est-à-dire que l'employé est couvert par des lois et des décrets qui déterminent donc ses obligations, mais il détermine également les soins et la prévention qui doit être réalisée en cas d'accident exposant au sang. Donc, selon l'instruction numéro 61 du 25 janvier 2000 relative à la vaccination du milieu de travail. Donc, ça veut dire que si le ministère vous dit que la vaccination en hépatite B, elle est obligatoire et vous allez pas faire cette vaccination, donc c'est votre entière responsabilité lorsque vous êtes en contact d'un AES. Donc, vous avez ici un ensemble de lois et de décrets qui déterminent donc établit que la médecine de travail, c'est elle qui est chargée de réaliser le calendrier vaccinal des maladies transmissibles. Donc, la présente instruction que je viens de vous montrer a pour objectif de fixer quelles sont les personnes à vacciner. Donc, on doit vacciner toutes les personnes qui sont dans un milieu hospitalier, tout le personnel, que ce soit des stagiaires, des apprentis et tous les travailleurs. D'accord? Parce que le risque, il est partout. Donc, selon donc, toujours dans la législation, vous avez donc l'arrêté interministériel, il fixe donc la liste des travaux des travailleurs qui sont fortement exposés au risque professionnel. Donc, selon l'arrêté, le premier arrêté, en application des dispositifs de l'article 3 du décret 6988 du 17 juin 69, la vaccination, elle dit que la vaccination contre l'hépatite B est rendue obligatoire
obligatoire pour toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité professionnelle ou bénéficie d'une formation l'exposant à des risques de contamination à l'hépatite virale B. C'est-à-dire que tous les personnels sont dans l'obligation d'être vaccinés contre l'hépatite B parce que le risque est très important. Plus de 40% des virus qui sont transmissibles par voie sanguine, il s'agit de l'hépatite B. Et plus de 40% des AES sont dus à cette hépatite B. Donc, pour diminuer la quantité des patients qui sont hépatite B positive suite à un accident exposant au sang, il faut être contaminé. Il faut être, vacciné. Donc, les personnes concernées sont celles qui sont en contact avec les patients et avec du sang et autres produits biologiques, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le sperme, le liquide vaginal, le FCR, ce sont des milieux qui véhiculent des virus, soit directement, soit indirectement lors de la manipulation, du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets de soins. D'accord? Donc, c'est pas uniquement la personne ou l'infirmier qui fait le prélèvement, qui est exposé à ce risque. Donc, tout le monde est exposé à ce risque. La personne qui manipule, la personne qui transporte, qui fait le prélèvement, donc, même la personne qui est chargée donc, des activités ménagères, toutes ces personnes sont exposées à ce sang. Donc, ils doivent être vaccinés, au moins pour l'hépatite. Donc, les établissements, dans l'article 3, il vous détermine donc les établissements et les structures sociaux dans lesquels le personnel doit être vacciné conformément à l'article 1er. Donc, les établissements publics qui sont, donc vous avez les centres hospitalo-universitaires, les établissements hospitaliers spécialisés et les secteurs sanitaires. Vous avez les structures sanitaires para-publiques, l'Agence nationale de sang, les centres et postes de transfusion sanguine, les structures d'hémodialyse, les services d'aide immédiate aux urgences, et les SAMU, l'Institut Pasteur, les structures sanitaires privées, les laboratoires d'analyse biologique médicale, et comme vous voyez, toutes les structures hospitalières sanitaires, médicales et paramédicales. Donc, selon la référence et l'instruction numéro 19 du 19 novembre 2002 relative à la prévention de l'hépatite virale et du VIH au niveau des AES. Là, il vous détermine que l'infection VIH qui présente donc une forte épidémie d'infection, il est impératif de rappeler les principales mesures de prévention. Ça veut dire que votre personnel doit être informé du risque. Donc, il ne doit pas s'amuser à faire des prélèvements sans gants. On ne doit pas s'amuser à nettoyer sans gants, d'accord? Donc, il faut travailler avec des systèmes de prévention. Il faut travailler avec un système de prévention adéquat parce qu'il faut toujours se dire que le tube qui est devant moi est un VIH positif, VHP positif, hépatite B positif, hépatite C positif. La mise en œuvre d'une stratégie de prévention permettra de contrôler l'apparition de nouveaux cas. Donc, si le ministère fait donc une campagne de vaccination contre l'hépatite B, c'est un système de prévention, d'accord? Ils sont là pour éviter qu'il y ait des accidents exposant au sang avec hépatite B positive. C'est dommage d'être avec une hépatite B positive alors qu'il y avait un moyen de protection qui est la vaccination. Donc, ces actions entrent dans le cadre des missions des responsables des structures de santé en charge d'assurer la bonne pratique des soins. La prévention des AES s'intègre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de soins aux patients et l'amélioration des conditions de travail du personnel. On doit assurer le minimum de prévention pour les deux, pour le patient et pour le personnel de santé. Donc, la direction de l'établissement est tenue de fournir au personnel des mesures de protection. Donc, c'est à l'établissement dans lequel travaille le personnel qui doit lui fournir les moyens
préventive, prévention de l'exposition. Et lorsque l'exposition ne peut être évitée par des mesures de protection individuelle, vous avez des risques de contamination virale. Donc, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH, selon le type d'accident au virus. Donc, comme je dis tout à l'heure, le risque de transmission, c'est l'exposition percutanée, l'injection à l'hémodialyse, et vous avez ici le virus de l'hépatite B. Comme j'ai dit tout à l'heure, il représente la majorité des AES, 40%. L'hépatite C, 2,1 et le HIV à 0,3. Selon maintenant l'instruction numéro 138 du ministère de la Santé du 6-6-2005 relative à la prévention des accidents exposant au sang les AES au milieu de soins. Donc, tout à l'heure, c'était les instructions pour la vaccination et la prévention. Maintenant, lorsqu'il y a, donc on va voir les lois relatives lorsque vous avez été exposé à cet accident lié au sang. Donc la prévention des AES est axée sur le respect des précautions standards par précautions standards sont déjà définies. Il faudra les prendre en considération. Le personnel doit être formé et informé. Donc vous avez le lavage ou la désinfection des mains par une solution hydroalcoolique après le retrait des gants avant de mettre deux patients entre deux activités. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, vous allez, par exemple, vous avez fait un acte chirurgical entre deux patients, je dois changer les gants, faire un lavage, remettre d'autres gants. D'accord? Donc, si je vais nettoyer, j'avais des gants, je nettoie, je dois enlever les gants. Pardon, donc si j'ai nettoyé ma paillasse, je dois enlever ces gants, remettre d'autres gants pour pouvoir commencer mon travail. D'accord? Donc, deuxièmement, le port de gants. Les gants doivent être changés entre deux patients et entre deux activités. Donc, l'instruction également vous parle du port de blouse. Il est obligatoire. Le port de blouse, de lunettes, de masques, si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection. Donc, si vous travaillez dans un milieu où vous avez un risque de projection, là, donc, il faudra mettre donc, des masques de projection. Vous avez également, quatrièmement, les bonnes pratiques de soins, à savoir l'utilisation stricte de matériel à usage unique. Également, donc, vous avez également le respect des protocoles de soins en stomato, c'est-à-dire en chirurgie dentaire, en gynécologie, l'élimination immédiate après usage dans des conteneurs adaptés et non pas dans un sachet poubelle. D'accord? Dans des conteneurs adaptés des aiguilles sans les recapuchonner. Donc, je ne fais pas ce geste. Recapuchonner une aiguille, je vais directement piquer mon doigt. D'accord? Donc, je dois jeter l'aiguille dans un conteneur adapté. C'est un moyen de prévention. Le nettoyage des surfaces souillées. Une fois que je termine mon travail, ou s'il y a eu donc, projection de sang au niveau du bureau ou de la paillasse où je travaille, je dois nettoyer immédiatement du sang, puis la désinfection à l'eau javellisée à 12 degrés ou 10 degrés, au taux désinfectant approprié répondant aux normes, par exemple le DAC1. On va voir par la suite. L'évacuation dans un emballage qui est étanche, fermé et fermé, du linge, matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine pouvant être infecté par le virus de l'hépatite B, l'hépatite C et l'HIV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque si vous êtes en train de jeter vos aiguilles ou le matériel souillé du sang au niveau d'un sachet poubelle, au lieu de le mettre dans un conteneur, vous allez prendre la responsabilité de contaminer les personnes qui travaillent au niveau au niveau donc de l'assainissement ou bien donc ceux qui sont chargés du lavage et des activités ménagères. D'accord?
jours, on vous parle de la vaccination, qui est un moyen de prévention, la vaccination contre l'hépatite B. Donc, les catégories professionnelles affectées à un poste exposé, ainsi qu'aux patients particulièrement exposés aux risques, comme les hémodialysés, qui feront l'objet d'un suivi sérologique avant et durant le traitement. Il faut savoir que les hémodialysés, donc il faut qu'ils soient vaccinés au préalable. Il est demandé de veiller au strict respect de l'application de la conduite à tenir en cas d'AES. Les responsables des structures de santé sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures et veilleront à la disposition du matériel et du produit conforme aux normes en quantité suffisante et à votre établissement de vous fournir ces moyens de prévention. Ils assurent en outre le contrôle et l'évaluation des mesures appliquées. D'accord? Donc, il prend en charge donc, les conduites à tenir en cas d'accident, les AES. Vous avez également le contrôle de la concentration en solutions javellisées. Depuis tout à l'heure, je parle de prévention. Dans la prévention, vous avez le nettoyage du matériel. Dans le nettoyage du matériel, vous allez utiliser de l'eau javellisée. Il faudra contrôler cette eau javellisée. Est-ce qu'elle est réellement entre 10 à 12 degrés? Donc, vous avez l'annexe 3 qui parle des mesures spécifiques aux hémodialysés. Tout ça, c'est la législation algérienne. Ce sont des arrêtés qui prennent en considération ces accidents exposants au son. Ils vous déterminent tous les moyens de prévention. Le personnel doit être informé de ces moyens de prévention qu'il doit prendre en considération. Donc, en annexe 1, donc en cas d'exposition, là, lorsque vous avez une exposition, ça y est, c'est fait, malgré donc les moyens de prévention qui ont été décrites, l'accident a eu lieu. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc là, vous avez des arrêtés qui prennent en considération le fait qu'il y ait ces accidents exposants au son et prennent en charge donc le personnel exposé, le personnel de santé exposé. Donc en cas d'exposition, piqûre, coupure ou égratignure du personnel ou de projection de sang sur les muqueuses, conjonctivite en particulier, laisser saigner, donc ne pas faire saigner, c'est-à-dire je ne vais pas appuyer sur la partie, mais je laisse saigner les premières gouttes. Puis je vais rincer abondamment après lavage au savon et appliquer de l'alcool, de la bétadine ou de l'eau javellisée à 12 degrés ou du daquin. Cherchez à connaître le caractère infectant du liquide par la pratique des 3 sérologies, hépatite B, C et le HIV du patient contaminé. Recherchez ces 3 sérologies chez la personne exposée. Informer le médecin référent ou le médecin de travail de l'hôpital. Déclarer l'AES qui devra être inscrit sur un registre du service où s'est produit l'AES destiné à cet effet, pour faire foi en cas de séroconversion ultérieure. Ça veut dire je dois le déclarer au moment de l'accident, je ne vais pas le déclarer 3 mois après. Je dois le déclarer au moment de l'accident et faire ma surveillance sérologique. Comme ça, s'il va y avoir une séroconversion, c'est-à-dire que votre sérologie va devenir positive, c'est le médecin de travail qui va prendre en charge. Donc, donc on a dit qu'il faut informer le médecin référent. Il faut refaire chez la personne contaminée une sérologie. Le VIH, généralement 3 mois, 6 mois. Une sérologie, l'hépatite C et l'hépatite B jusqu'à 6 mois. Donc, si ça revient positif, on va orienter le patient vers un milieu spécialisé en gastro-hépatologie. Vis-à-vis du VIH maintenant, une prophylaxie peut être proposée, d'accord? Surtout si la personne victime de l'AES le souhaite. Ça veut dire, vous ne connaissez pas la sérologie de votre du patient et vous êtes tellement stressé que vous voulez un traitement prophylactique. Donc, on peut donc agir en prévention et proposer un traitement prophylactique en cas de piqûre ou de contact
médecin de travail qui va déterminer donc le risque d'être contaminé par le VIH avec du sang du patient VIH positif connu. Donc la posologie du traitement AZT doit être débutée le plus vite possible, au mieux dans les 2 heures suivant l'AES. La posologie, c'est en 1200 mg par jour pendant 3 jours, puis 1000 mg par jour pendant 4 semaines. Donc c'est un traitement prophylactique. D'accord? Donc là, ce sont des mesures qui sont décrites dans les décrets et les lois de la législation algérienne pour vous déterminer donc la conduite à tenir en cas d'AES. D'accord? Vous voyez, comme je l'ai dit en théorie, c'est la même chose. Donc le respect des moyens de lavage et de trempage au niveau des solutions antiseptiques, la recherche de la sérologie chez la victime et chez le patient, et la déclaration en médecine du travail. D'accord? Je dois déclarer l'accident dans l'heure qui suit. On ne doit pas dépasser 4 heures après donc un AES. L'annexe 2, donc depuis tout à l'heure, je parle d'eau javelisée. Javelisée doit être contrôlée. D'accord? Ce n'est pas n'importe où j'avais utilisé que je vais. Et sous l'effet d'une forte chaleur. D'accord? Donc on doit contrôler la concentration ou le degré de désinfection de l'eau javelisée que vous êtes en train d'utiliser. L'annexe 3 concerne donc, une tranche de patients, c'est les patients hémodialysés. Donc tout malade hémodialysé doit être considéré comme potentiellement contaminé. Il faut savoir que les personnes qui travaillent en unité d'hémodialyse, ils sont en contact direct avec ces patients. Donc tous les patients doivent être hémodialysés doivent être considérés comme potentiellement contaminés. Ça veut dire que l'infirmier qui effectue donc les soins à ces patients doit mettre dans sa tête que ce patient qu'il est en train de piquer, pour lequel il est en train le patient il est en train de brancher pour la dialyse, il est contaminé VIH positif, hépatite B positive, hépatite C positive. Donc il doit prendre ses moyens de précaution. Aussi, les mesures d'hygiène universelles doivent être scrupuleusement respectées. Donc, les tests sérologiques HIV, hépatite B et C doivent être pratiqués pour tout malade concerné par une séance d'hémodialyse. Donc, les patients qui ont donc une séance d'hémodialyse, on va leur faire une sérologie avant leur séance. Les malades séropositifs à l'une des affections virales doivent être pris en charge dans tous les cas. Ça veut dire que vous n'avez aucune raison ne justifie leur exclusion de la dialyse. Même si vous faites une sérologie à votre patient qui normalement il a une séance de dialyse, elle vous revient positive. Vous n'avez pas le droit de l'exclure de sa séance. D'accord? Donc aucune raison ne justifie leur exclusion de la dialyse. Le respect strict des mesures d'hygiène constitue une sécurité suffisante au personnel de santé. D'accord? Il sait que ce patient est positif, il doit prendre des mesures d'hygiène et de sécurité. D'accord? Alors, je l'ai dit au départ, tout patient qui subit des séances d'hémodialyse doit être potentiellement considéré comme étant positif pour les travioses. Maintenant, si vous lui faites une sérologie et vous confirmez que l'une des hépatites, par exemple l'hépatite C ou B, elle est positive ou l'HIV est positive, vous n'avez pas le droit de l'exclure de la séance d'hémodialyse. C'est à vous de prendre les mesures d'hygiène et de sécurité. C'est largement suffisant pour vous prévenir des AES.
terminé par ces AES, qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Donc, je vais conclure en disant que les AES, c'est un événement inattendu et brutal. D'accord? Donc, ça survient d'une manière inattendue et brutalement. Vous n'attendez pas à vous faire projeter ou piquer par une aiguille. C'est un accident de travail. Vous êtes dans un milieu de travail et vous avez été exposé à cet accident. Il doit être déclaré dans les 24 heures par le médecin de travail. D'accord? Il faut enregistrer votre accident. Il faudra le déclarer en médecine de travail. Comme ça, vous allez être pris en charge s'il y a une séroconversion. Vous allez avoir une prise en charge totale s'il y a une séroconversion. Maintenant, si vous vous dites non, c'est rien du tout, c'était une simple projection, et après 3 à 6 mois, votre sérologie revient positive, la médecine de travail, le médecin de travail n'est pas responsable, ne peut pas vous prendre en charge, d'accord? Il ne peut pas déclarer on ne peut pas déclarer un événement antédaté, d'accord? Donc, il faudra le signaler le jour de votre accident. Sa prévention, elle est décrite dans la législation. Comment prévenir ces accidents? Donc, nous avons déterminé donc, les moyens de prévention, les moyens d'hygiène, et vous avez également le système de vaccination. Donc, tout ça, ce sont des moyens de prévention des AES. Donc, sa prévention est basée sur des règles simples, classiques et universelles. Les règles simples, c'est quoi? C'est le lavage des mains, le nettoyage, l'eau javellisée, le port de masque, le port de gants, le port de blouse, de surblouse. Tout ça, c'est des moyens classiques d'hygiène. C'est des moyens de prévention. Et souvent, on néglige ces moyens de prévention. On ne met pas de gants, on ne met pas de blouse. D'accord? Donc, on laisse la paillasse complètement souillée, la cendrie, elle est souillée, d'accord? Donc, si vous avez une projection du sang à partir d'une cendrie plus jeune, vous allez vous dire, ah non, c'était juste une petite goutte. Non, c'est pas une petite goutte, d'accord? Il faut vous faire examiner, déclarer, quel que soit le degré de cette AES, d'accord? Donc, je vous remercie pour votre patience et vous avez dans la page des discussions le droit de poser des questions et je vais répondre au fur et à mesure.